Également à remercier l'administration d'Audencia qui nous permet une fois de plus de réaliser une conférence et je tiens à les remercier pour leur soutien de long terme. Et je tiens également à remercier tous les membres de l'association Isegoria ainsi que le pôle conférence tout particulièrement qui ont travaillé de manière acharnée sur l'organisation de cette conférence. Et je vous souhaite une très bonne conférence et je donne la parole à ma collègue Flore. Monsieur Jean-Paul Béchu, je vais essayer de faire une rapide présentation de vous, de votre parcours, mais la tâche n'est pas aisée au vu des multiples expériences et rencontres que vous avez pu faire. Vous avez été éprouvé dès la plus petite enfance, abandonné à l'âge d'1 an, confié ensuite à des familles d'accueil peu accueillantes, puis accueilli à l'âge de 3 ans par votre famille adoptive. Vous avez rencontré des difficultés à vous construire et à trouver votre place. On sent dans votre parcours une envie d'ailleurs. Le Canada, vous avez l'occasion de faire une rencontre marquante dans une réserve indienne. L'Iran, où vous quittez le pays précipitamment à la veille de la Révolution. Les États-Unis, où vous faites vos études, puis avez l'occasion de travailler, puis de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous finissez par rentrer en France et vous vous lancez alors avec l'un de vos amis dans la création d'entreprises. Vous aurez l'occasion de nous en reparler au cours de cette conférence. En 1994, vous créez NameShield, une société de protection de l'identité numérique des marques. Vous êtes alors pionnier en matière de développement numérique, contrairement à l'esprit français, peu enclin et méfiant à l'idée de se lancer dans ce type de projet. NameShield est aujourd'hui une référence française en matière de protection des marques, cybersécurité et gestion des noms de domaine pour de grandes marques internationales. Vous décidez alors en 2012, poussé par votre épouse, à créer le fonds de dotation Esperantia, qui met en relation des entreprises et associations afin d'œuvrer au service de la petite enfance, de l'éducation et de la réinsertion. Par ses multiples créations, M. Jean-Paul Béchu incarne l'esprit d'un entrepreneur engagé, passionné et déterminé, au parcours singulier, marqué par une quête de sens et un profond désir d'aider les autres. En tant qu'invité d'honneur de cette conférence sur l'entrepreneuriat éthique, M. Jean-Paul Béchu nous partagera son expérience et sa vision du monde, où le bonheur et la responsabilité sociale sont au cœur des pratiques entrepreneuriales. Et surtout que s'occuper des autres rendait heureux. Le chef d'entreprise est un chef d'orchestre, s'il détèle les talents et faire en sorte que l'ensemble de ces talents fonctionnent pour le bien de l'entreprise. J'ai une faim et une soif de vivre. Plus tard, je vivrai avec beaucoup d'intensité, donc j'ai une soif de tout vivre en fait. Moi, tous les matins, je me dis je vais être quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui, je vais mettre le paquet, et tous les soirs, je me dis t'as été nul, et tous les jours, ça fait 66 ans que ça dure. Donc on a tous nos fragilités. Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus, et on va aussi beaucoup remercier Monsieur Jean-Paul Béchu d'avoir pris de son temps pour nous. Bonjour, Monsieur Béchu. On va commencer par donc la première question. Vous avez publié un livre en 2019 intitulé « Une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien ». Pourriez-vous nous expliquer le sens de ce livre et pourquoi vous qualifiez de bon à rien ? Alors, une revanche sur la vie parce que, en fait, je n'étais pas destiné ni au bonheur ni à la réussite. Comme s'il a été mentionné tout à l'heure, j'ai été abandonné à 1 an, né de père inconnu. L'abandon, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, quasiment, parce que c'est une preuve de non-amour, donc c'est une blessure dont on a du mal à guérir. Certains ne guérissent jamais. Moi, j'ai mis 32 ans pour en être guéri. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant qui est abandonné a l'impression que c'est de sa faute. Donc on traîne ce boulet en se disant finalement tout ce qui m'arrive, je le mérite, alors qu'un bébé qui a été abandonné à 1 an, il ne mérite pas grand-chose, le pauvre.
Et donc voilà, c'est simplement que ça avait mal commencé. Et mon parcours a été une vraie revanche. Parce que j'ai pu prouver au monde que j'avais une place dans la société, une place sur cette terre, alors que le début de ma vie laissait présager que ce n'était pas le cas. Et puis le petit clin d'œil quand même pour le bon à rien, c'est que un adulte un jour, quand j'avais 13 ans, responsable des études, m'a fait venir en disant « Jean-Paul, tu sais, il va falloir que vous arrêtiez vos études. Je vous verrais bien pâtissier ou boulanger, parce qu'en fait, en dehors d'un travail manuel, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie parce que vous êtes un bon à rien. » Donc simplement par esprit, voilà, pour me souvenir de cet imbécile qui donnait des conseils qui le dépassaient et qui se permettait de juger. Et comme on est souvent jugé, c'était pour le faire rigoler. Et depuis, en montant une entreprise, il montait 13 boîtes, l'une était un leader mondial. Le bon à rien, il ne s'est pas trop mal débrouillé. Et finalement, comment expliquez-vous le début du titre de votre livre, Une revanche sur la vie? Alors ça, c'est un peu... pourquoi j'ai écrit ce livre, peut-être en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que en tant que père, je suis marié depuis 35 ans, 36 ans. Je suis toujours red dingue de ma femme à ce jour. Il faudra me poser la question comment je l'ai rencontré aussi tout à l'heure, c'est intéressant. C'était quoi la question? Pourquoi je l'écris? Oui, pour mes enfants. Pour mes enfants. J'ai 4 enfants. Et en fait, mon parcours fait que, en tant que parent, on a tous envie de transmettre à ses enfants des choses. Mais très souvent, on peut, comment dirais-je, mal le faire, choisir un mauvais timing, et que notre enfant n'est pas forcément en capacité d'entendre ce qu'on a à dire au moment où on a envie de le dire. Et donc voilà, j'ai écrit ça en disant le jour où ils le désireront, ils pourront jeter un coup d'œil et puis se souvenir de des choses qui me tenaient à cœur. Donc ça, c'était la première idée derrière ce livre. La deuxième idée derrière, c'était de dire, moi qui ai vécu un parcours compliqué, cabossé, j'ai fait, si on voit la société aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que tout va mal, et donc je me mets à la place des jeunes qui doivent en avoir marre, qu'on entende que tout est foutu. Et comme le début de ma vie tout était foutu, j'ai quand même eu une belle réussite, et donc je voulais porter un message d'espérance à tous les jeunes en disant quoi qu'il vous arrive, le bonheur et la réussite vous attendent. Et puis, comme j'aime bien pour répondre à des questions qu'on ne me pose pas, je vais vous dire pourquoi. Comment est arrivé ce livre? En fait, je me suis occupé de pas mal de jeunes et j'ai beaucoup d'histoires. Et donc, j'ai eu des sollicitations très souvent pour écrire cette histoire. Et en fait, j'ai jamais cru que c'était le bon moment. Et puis, un jour, je rentre un lundi matin à mon bureau et j'ai une petite carte de visite. Il me dit « Jean-Paul, on a dîné ensemble vendredi soir chez les amis. Je suis éditeur. Et je crois que tu devrais écrire ton histoire. » C'est pas fini. Je vais le voir, donc 2 jours après. Et il me raconte des trucs, je comprends rien, je décide que c'est pas le moment. Et puis les 2 jours suivants, je suis sollicité, je vais à l'école Cato, à la Cato d'Angers, où je devais faire un témoignage devant des jeunes qui étaient en 2e année de master et d'éthique. J'ai raconté mon histoire, et en fait, je suis un homme qui est profondément croyant, et en fait, j'ai eu pendant 1h30 des questions sur ma foi. Et donc, je me suis dit que ça serait le livre rouge, et que pour ça, il fallait que je prenne la plume. Merci beaucoup. Je reviens sur votre petite enfance. Vous avez fait la douloureuse expérience de l'abandon alors que vous étiez encore tout petit. En quoi cette épreuve vous a-t-elle édifié, et qu'en retirez-vous aujourd'hui avec le recul?
Alors on a du mal à comprendre, hein, parce que je parlais de non-amour. J'ai spoilé l'affaire, puisqu'il y a 9 ans, j'ai rencontré celle qui m'a donné la vie. Et quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle m'avait abandonné, elle a eu cette réponse à laquelle je ne m'attendais pas, c'est pour ton bien. Alors bon, quand on est enfant, on ne comprend pas forcément les adultes, et l'inverse est vrai. Donc j'ai été désemparé par cette solitude, parce que je m'enfermais dans un monde. Je suis arrivé dans cette famille qui allait m'accueillir, qui allait m'adopter à 3 ans et demi. Et le début, c'était compliqué, puisque en fait, dans les familles d'accueil, on ne me donnait rien à manger. Donc je volais de la nourriture, et j'avais plein de cachettes, et ils sont aperçus parce qu'ils suivaient les souris qui se baladaient dans leur maison. Mais j'avais l'impression de ne pas être là pour très longtemps, qu'il allait se passer, qu'on allait me retirer de là assez rapidement. Et donc je pensais que je n'étais pas à ma place. Et je m'inventais un monde. Et je pense que la plupart des enfants adoptés vivent non pas dans le réel, mais dans l'imaginaire. Et donc je m'imaginais quel pouvait être le physique de ma mère, comment alors forcément c'était la plus belle et la plus intelligente. Et pendant ce temps-là, on n'est pas dans le réel. Donc on a un vrai problème pour rentrer dans la vie. Et donc moi j'ai été un vrai voyou suite à ça. J'étais un menteur, je volais, je racontais des conneries mais toute la journée. Et il m'a fallu 18 ans pour quitter le mensonge. Donc cette solitude m'a été très forte pour moi. Mais il y a des choses positives. C'est que en fait, je ne sais pas faire grand-chose de mes 10 doigts. Donc, celui qui préconisait que je devienne pâtissier ou boulanger, franchement, était complètement à côté de la plaque. Mais j'ai un esprit qui s'éveille quand il y a des difficultés. Donc, c'est mon parcours de résilience. J'ai pu développer une certaine résilience à travers toutes les difficultés. Il y en a une très nombreuse dans ma vie, qui fait que dès qu'il y a un problème, je me mets en éveil. Certains baissent les bras, moi j'essaye de trouver des solutions. Donc ça a été extrêmement bénéfique. L'autre point très bénéfique, ça a été le fait que je comprends je comprends les pauvres, je comprends ceux qui sont pas nés du bon côté de la route. Et donc j'ai développé un esprit, comment dirais-je, je ne suis pas le Robin des Bois de cette époque, mais quand même, dès qu'il y a une cause perdue, j'aime bien écouter, essayer d'agir pour le bien des autres. Vous êtes beaucoup parti à l'étranger durant votre parcours, et on sent dans votre livre cette envie de s'éloigner de la France. Pourquoi cet attrait pour l'étranger ? Qu'est-ce que ces changements de mentalité vous ont appris, et pourquoi, au final, être revenu en France après tant d'années ? Alors, parce que j'avais quand même une image de voyou que je traînais péniblement, et donc il fallait que j'aille ailleurs pour qu'on ne me voie pas comme celui que j'étais, mais comme celui que je voulais devenir. Et comme, en plus de ça, dans mon histoire, je perds mon père adoptif que j'appréciais beaucoup quand j'avais 13 ans. Donc c'est un nouvel abandon pour moi. En fait, j'apprends quelques années plus tard que par un oncle qui est bourré lors du mariage d'une de mes sœurs, que en fait ce père n'est pas mort d'une crise cardiaque, mais qui s'est tiré une balle dans la tête, et qu'en plus c'est pas que mon père adoptif, c'est mon vrai père. Et donc en fait je voulais complètement mettre une croix sur tout ça et créer mes propres racines. Donc ça c'était les deux raisons pour lesquelles je suis parti tenter ma chance et l'aventure avec pas grand chose.
Vraiment rien. La seule chose que j'avais, c'est tout con, j'ai une raquette de tennis. J'étais comme toi, je faisais pas mal de sport, je faisais du tennis. Et j'avais une Lacoste en ferraille, un truc qui pesait un bras. Et j'emportais ma raquette aux États-Unis. Et je me retrouve la première nuit. Il faut m'arrêter, parce que j'ai des histoires comme ça. À Times Square, j'avais pas de rond, et donc dans un hôtel pourri. Et je suis réveillé par quelqu'un qui tape à la porte. Et donc il y a une bagarre. Et je pense que la porte allait sauter. Et je me retrouve avec ma raquette de tennis derrière en disant s'il rentre, je peux en coller une. Bon, en fait, les policiers sont arrivés. J'ai entendu un coup de feu après. Enfin, et là, je me suis aperçu que j'étais dans un monde qui n'était pas très accueillant. Alors, je n'ai pas complètement répondu à ta question. La France m'agaçait par rapport à mon histoire. On avait tendance à cette époque-là à se prendre toujours pour les meilleurs du fait de notre histoire, etc. On était toujours en train c'est l'impression que j'avais, de donner des leçons à droite et à gauche. Et donc ça m'agaçait et j'avais honte d'être français. Quand on voyait le regard que portaient les étrangers sur nous, je disais que j'étais canadien, mais pas français. Et de ce fait, en reniant un petit peu mes racines, je me suis intéressé aux autres. Et le scoutisme, parce que j'ai fait un peu de scoutisme, m'a appris le sens des autres, qui a été quelque chose de fondamental dans ma vie. Et ça veut dire être attentif à l'autre. Et quand on ne parle pas la langue, donc je suis en Iran, je ne parle pas un mot de farsi, enfin d'iranien. Et la seule chose que je peux faire, c'est scruter les individus pour savoir, si je suis en danger, et peut-être déceler dans leur attitude corporelle quelques messages. D'ailleurs, le corporel, ça représente, je crois, plus de 60% du langage. Et donc, c'est là où j'ai pu apprendre à comprendre les individus simplement en les scrutant et en étant attentif à eux. Et puis, ces pays-là m'ont appris qu'on pouvait penser de façon totalement différente que par rapport à la France. Au niveau des pays anglo-saxons, par exemple, en France, si on prend l'histoire liée à l'échec, c'est une tare, on a tellement peur de l'échec, et on brandit ça avec tellement de force que finalement ça coupe, ça empêche l'initiative. Et aux États-Unis, j'ai connu beaucoup d'échecs, mais aux États-Unis, les gens vous disent mais c'est pas grave, c'est la prochaine fois tu vas y arriver. Et j'ai compris que la culture de l'échec était importante. Alors bon, on entend toujours des histoires de gars qui montent des boîtes et qui deviennent des multinationales en 2 minutes. Ça, c'est quand même emmerdant parce que j'ai jamais pu faire un truc comme ça. Mais ça peut arriver, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est la difficulté. Et l'échec, il faut le voir comme le ciment de la réussite. Il faut des échecs. Il faut jamais faire 2 fois la même erreur, mais l'échec est bon pour réussir dans sa vie. Ça y est, je crois que j'ai conclu. Oui, c'est bon. Merci. Vous racontiez dans votre livre différents moments qui vous ont encouragé à vous tourner vers les autres et à développer une envie de les aider. Pourriez-vous nous parler de quelques moments marquants et en quoi ont-ils été des points de bascule ? Alors, il y a un moment clé. J'ai 13 ans, je vous en ai parlé. On m'annonce que mon père est décédé d'une crise cardiaque. Je suis en pension et je suis en train de me morfondre en pension et en train de ruminer le fait que je suis une nouvelle fois le plus malheureux de la Terre. Et j'ai un grand gaillard qui passe devant moi, qui me regarde et il me dit « Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais cet après-midi » Je dis « Rien ». Et il me dit « Viens, suis-moi ». Alors moi, je suis pas trop mouton, moi je suis plutôt
berger en avant, mais j'ai fait le mouton, je me suis levé, je l'ai suivi. Et ce garçon, Frédéric, m'a emmené dans un quartier insalubre de Pontoise. Et on est arrivé dans un immeuble qui respirait la grande pauvreté. Il a frappé à une porte. Une vieille bonne femme est apparue et il dit Madame Mouton, je vous présente Jean-Paul. Jean-Paul, je te présente Madame Mouton. Madame Mouton, je ne peux plus venir toutes les semaines comme je le fais dans le cadre de Saint-Vincent-de-Paul. C'est Jean-Paul qui va venir à ma place. Et là, il m'avait rien dit. Donc moi, je fais la gueule. Madame Mouton fait la gueule parce qu'elle n'aime pas les étrangers. Et finalement, je suis revenu de semaine en semaine m'occuper de Madame Mouton et je me suis aperçu que malgré mes fragilités, je pouvais faire du bien, un petit peu de bien à cette femme-là. Et qu'elle aussi, elle me faisait du bien. Et j'ai compris à ce moment-là que s'occuper des autres rendait heureux. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en moi, en me disant, voilà, si je veux être heureux, il faut que je puisse porter le regard sur les autres. Mais bon, je suis resté con pendant très, très longtemps, puisque je continuais à voler. Voilà, j'étais encore un voyou à cette époque-là, mais c'était quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Et plus récemment, on a accueilli une famille de 7 migrants à la maison, des chrétiens irakiens, persécutés par Daesh. Ma femme me traîne sur notre lieu de vacances pour écouter une conférence. Ça me barbait. Et puis finalement, j'écoute souvent ma femme, toujours ma femme. Et je vais à cette conférence. Et là, il y a une famille, un couple avec 3 jeunes filles, et qui nous expliquent leur histoire. Donc c'est des chrétiens de Mossoul. Et sa cousine l'appelle un soir en disant « Écoute, tu es enceinte, tu vas coucher. C'est trop dangereux de rester là où tu es. Viens habiter chez nous, venez habiter chez nous. On est juste à côté de l'hôpital. » Ils décident effectivement d'y aller. Et quelques heures après leur départ, des gars de Daesh viennent, frappent à la porte, sachant qu'ils sont chrétiens, voyant qu'il n'y avait personne, ont frappé à la porte d'à côté. Et leurs amis ont ouvert. Ils ont mis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, ont exécuté les hommes. Et ils disent, voilà, depuis qu'on est là, ça fait 3 ans qu'on est en France, on a de cesse de vouloir de chercher une maison pour ces gens qui sont morts à notre place. Et j'ai regardé Sandrine dans les yeux, et on n'a pas besoin de se parler. Je me suis levé en disant, vous ne cherchez plus, vous avez trouvé cette maison. Et on a accueilli donc, cette famille de cette fratrie de 7. Et pour rejoindre ta question, ce qui m'a énormément bouleversé, c'est que ces gens qui avaient perdu donc, 2 frères et un beau-frère exécutés devant eux, qui avaient connu, qui avaient quitté Mossoul pour aller à Karakosh, où Daesh a fait brûler plus de 100 maisons, dont la leur, sont partis au Liban où ils vivaient dans un studio à 7, un studio de 25 mètres carrés. Et ben, ces gens-là ne se sont jamais plaints de quoi que ce soit, vivent avec une espérance complètement dingue et une foi complètement dingue. Et donc, je pense que c'est une belle leçon. Et ça, c'est un exemple enfin, c'est des gens exemplaires. Et donc, je profite du fait que vous ayez parlé de votre femme. Comment l'avez-vous rencontrée ? Donc, je suis entrepreneur. J'ai déjà monté quelques entreprises. Et aux États-Unis, ça a faillite. Je suis tombé sur un voyou. Et donc, je repars de zéro en France. Il me fallait quelqu'un pour accompagner ma folie. Donc, on appelait ça à l'époque une assistante de direction. Et moi, j'étais toujours parti. Donc, voilà. Et je trouvais que cette femme était très efficace. Et un jour, je lui ai demandé, j'ai eu l'audace de l'inviter à dîner. Et 2 jours et demi après, je lui ai demandé sa main. Voilà. Et donc, ouais, c'est une belle histoire. Alors, puisqu'il y a pas mal de jeunes, je peux vous dire que le bonheur, ça se décrète. Pourquoi on vit une histoire complètement dingue ? Je suis désolé, je suis hors sujet, mais c'est important.
c'est que le jour de notre mariage, moi j'ai décidé que je guiderais, ce qui allait guider ma vie, c'était de prendre toutes les décisions qui permettraient à Sandrine d'être la plus heureuse des femmes. Et coup de bol, elle a décidé dans son cœur de faire exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vit une histoire complètement folle. Voilà. Donc ne perdez pas de temps avec celui ou celle avec lequel vous n'avez pas envie de passer le restant de votre vie. C'est vraiment une perte de temps. Pendant ce temps-là, vous êtes occupé. Et si l'amour de votre vie passe à côté de vous, vous verrez que vous êtes pris ou vous êtes prise et vous passez à côté de votre bonheur. Ce serait dommage. Merci. Vous avez commencé un peu à parler de vos entreprises, mais on va y rentrer plus précisément. Vous avez créé 13 sociétés avant Nameshield. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces projets entrepreneuriaux et d'où vient cette envie d'entreprendre ? Alors, c'est toujours l'envie d'exister. Hein. J'ai passé deux interviews d'emploi. Le premier, juste à la sortie de mon bac chez IBM. Là, j'ai bien vu que je rentrais dans aucune des cases. Et la deuxième avec un milliardaire américain. J'étais revenu des États-Unis après avoir des études de management à Boston University. Puis je ne suis pas resté longtemps à BU parce que en fait, les études ne me plaisaient pas beaucoup. Je voulais faire du golf et il y avait une petite université que personne ne connaît qui s'appelle Nichols College. Ils avaient 9 trous de golf sur le campus et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le golf. J'étais vraiment con à l'époque, mais bon, voilà, je suis passé à côté de beaucoup de choses. Et donc, à la fin du Bachelor of Sciences, je reviens en France pour faire mon service militaire et je cherche à retourner aux États-Unis pour faire un MBA. Et là, je réponds à une annonce d'un gars complètement fou qui cherchait un précepteur pour ses enfants à Beverly Hills. Et voilà, je vais le faire. C'est un milliardaire français qui était un peu borderline, mais j'aime bien les gens qui sont pas parfaits. Parce que c'est quelque chose que j'ai en commun avec les âmes blessées. Et il m'appelle 3 semaines après m'avoir raconté sa vie, qui faisait très envie, en disant voilà, je vous ai pas donné le job, mais je sens que vous êtes prêt pour le monde de l'entreprise, et je viens de racheter une petite entreprise, entre guillemets, de 15 000 salariés, deuxième société de nettoyage industriel, et voilà, j'ai pensé à vous pour redresser le service des achats. Et je me suis retrouvé une semaine après dans l'aventure américaine avec donc j'avais un gros ego encore à cette époque-là, j'en ai encore un petit. Et voilà, je suis pris dans la folie de l'argent facile, des milliardaires, des VIP. Le fournisseur de papier vient me chercher, il m'envoie son jet privé pour que je vienne visiter l'usine. Ça monte à la tête, je ne sais rien faire du tout, parce que j'ai aucune expérience, et simplement parce que j'ai un diplôme et que j'ai un poste important, j'ai l'impression que je sais faire. Et tombez pas dans le piège, parce que les écoles sont très fortes pour nous bourrer le nez en disant vous valez tant, et voilà, vous êtes là. En fait, quand on commence, on est là. Et si on n'a pas cette attitude d'humilité, je pense que ça peut, comment dirais-je, ça peut nous emmener sur des voies qui ne sont pas forcément celles qu'il faut suivre, et qu'un parcours vers la réussite, ça se construit, et on a besoin de commencer, d'écouter tout le monde. Et donc j'ai eu envie, je passe les détails, je suis avec des requins, tout le monde, je double, triple mon salaire en 6 mois. Mais à un bon moment, je me suis posé la question, mais à quoi j'aspire dans ma vie? Et c'est là où j'ai pris conscience que ce que je souhaitais le plus dans ma vie, c'était pouvoir fonder une famille, pour pouvoir aimer mes enfants comme je ne l'avais pas été aimé. Et ça, c'était donc, j'étais pas au bon endroit pour le faire. Et puis ensuite, c'était de dire, les entreprises que je vois ne correspondent pas en fait à mes valeurs profondes. Et donc, je souhaite entreprendre. Je veux vivre des aventures humaines. Et donc, pour ça, il va falloir que je crée des entreprises.
J'ai répondu? C'est très bien. Qu'est-ce qui vous a permis, malgré l'échec, vous racontiez la faillite? Ah non, mais tu veux peut-être que je te raconte, excuse-moi, tu veux peut-être que je te donne des entreprises. Alors une entreprise en France, je ne peux pas toutes les citer, le sens des autres. Voilà, ça c'est vraiment pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour créer des produits. Il faut écouter les autres. Donc, process, cas précis, je suis dans un immeuble familial à Paris et j'ai un de mes cousins qui est assureur et qui me dit, Jean-Paul, qu'est-ce que tu peux me trouver des clients? Parce que il paraît que je suis un peu trop mauvais au niveau commercial, et donc il me met cette problématique-là. Et moi, je réfléchis et je me dis, en fait, le problème de la plupart des boîtes, c'est que tout le monde va voir les gros, en se disant, on veut des gros contrats. Mais comme on n'est pas seul, c'est compliqué d'avoir comme client Coca-Cola, Apple et les autres. Et si on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit qu'il y a un point commun avec tous les gros, d'ailleurs toutes les boîtes, c'est qu'à un moment donné, elles démarrent. Et donc, mon idée, c'était toute bête, c'était de solliciter les entreprises qui démarraient, qui avaient des besoins de produits de première nécessité. Et donc, dans les besoins de première nécessité, ils avaient besoin d'une assurance. Donc j'ai créé un truc qui s'appelait... Merde, j'ai pas pris ma pastille ce matin. Éco quelque chose, je ne sais plus, ça m'en revenir. L'économiseur. Voilà. Avec des offres d'assurance, et puis pour montrer que ce n'était pas que de l'assurance, j'avais mis des offres pour du papier en tête, enfin des fournitures de bureau, etc. Et donc, j'ai envoyé ça aux créateurs d'entreprises, dont j'avais relevé les noms sur le journal officiel. Et voilà, pour moi, c'était fini. Et puis, on fait un envoi à plusieurs milliers d'entreprises. Et mon cousin débarque un jour en disant, dis donc, ton truc, c'est génial. Ça a marché, j'ai signé plusieurs affaires. Et il me dit, quand est-ce que tu envoies le prochain? Et donc, moi, je n'avais pas du tout prévu de poursuivre. J'étais passé à un autre projet, mais c'est pour ça que on s'est industrialisé. Et puis, on a mis des machines à franchir, des photocopieurs, du mobilier de bureau. Et on a envoyé ça à 30 000 créateurs d'entreprises. Il y a à peu près, à l'époque, 150 000 créations d'entreprises. Et il y avait des retours fantastiques. Donc ça, c'est une expérience en France. On va en prendre une autre. Oui, voilà, encore une problématique bête. Je me trouve à l'époque à Paris, derrière ces foutus camions de livraison de boissons dans les bistrots, vous savez. Et c'est insupportable quand vous êtes dans une petite rue, bloqué derrière ce camion, et que le gars il fait sa livraison qui dure 3 plombes. Et pendant ce temps-là, vous pestez, et je me dis, ça serait pas mal d'utiliser ces culs de camion. À l'époque, ça ne se faisait pas, et donc j'ai signé des contrats avec les livreurs de boissons dans l'Île-de-France, et puis comment dirais-je, j'ai signé des accords avec des gens qui étaient dans le cinéma, des producteurs de cinéma, et donc voilà. Mais ce que j'avais oublié, c'est que le film s'appelait Le Gaffeur, avec Lefebvre, et c'était un système de tôle sur lequel l'affiche était collée. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que quand on partait sur le périph', il y avait un effet qui aspirait la tôle, et donc on a une voiture qui s'est pris l'affiche du gaffeur sur pas loin de son pare-choc, donc on a dû arrêter parce que voilà, techniquement l'idée était bonne, mais techniquement elle était pas chouette. Voilà. Et je continue, pas de sous, pas d'argent. J'ai monté toutes mes boîtes avec rien du tout. Je me suis aperçu que c'était à Neuilly-sur-Seine, un quartier plutôt bien où il y a des moyens, et donc il y avait une corvée qui était
qui était le pressing. Et donc je me suis dit, pourquoi pas inventer le pressing à domicile. Et donc j'ai appelé ça Allo Impec. J'ai fait, à cette époque-là, les boîtes de photocopieurs voulaient vendre les photocopieurs, donc on pouvait les essayer. Donc moi je demandais de les essayer pendant 3 jours. On imprimait 10 000, 20 000 prospectus. Et Allo Impec a très bien marché. J'ai passé ça à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et j'en ai monté quelques-unes comme ça. Et donc vous parliez de la faillite de votre entreprise aux États-Unis. Et vous parliez... Oui. Qu'est-ce qui vous a permis, donc malgré l'échec, à persévérer dans votre envie d'entreprendre ? Alors c'était sans doute quelque chose de très orgueilleux au départ, et puis une conviction profonde que j'allais réussir, et que si je me mettais à la place de ceux qui n'ont pas eu la même chance que moi, qui ne sont pas sûrs d'eux, qui savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire, je me suis dit que j'avais, comment dirais-je, j'avais en tout cas le désir de les accompagner pour leur permettre à eux aussi de réussir. Et donc c'est ce qui m'a animé dans mes entreprises. J'ai toujours pris ceux qui frappaient à la porte. Et je crois que la qualité principale d'un chef d'entreprise, c'est de savoir détecter les talents de ses collaborateurs. Et ensuite, de faire en sorte que ces talents soient mis au service de l'entreprise. On a trop souvent des boîtes où, comme nos ministres, hein, toi tu es médecin, donc tu vas être ministre de l'Intérieur, et toi tu es policier, on va te mettre à la santé. Dans les entreprises, c'est un peu ces modèles-là. Donc il faut veiller à permettre aux gens de développer ces talents. Et on peut monter des boîtes fantastiques, puisque si on parle de Nemshield, dont tu as parlé tout à l'heure, Nemshield, j'ai monté ça avec 8 000 €. Aujourd'hui, c'est une société qui est utilisée par vous tous, comme tous les Français qui se connectent sur Internet. On est devenu un leader mondial dans notre secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est devenu, avec 8 000 €, on est devenu un leader mondial? C'est parce qu'il y a eu... D'abord, il y a une vision, je pense. Moi, la première fois que j'ai vu Internet, en 1994, j'ai eu la chair de poule. On n'en parlait pas du tout en France. Et donc, il y avait cette intuition que Internet allait changer le monde. Et puis ensuite, c'est d'embarquer des gens qui, avec leur bagage et leur talent, pour pouvoir construire ensemble ce leader mondial. Et j'ai pris des gens qui, je pense à quelqu'un aujourd'hui qui est responsable des infrastructures. Il a plus de 200 machines dans 40 pays. Il est devenu extrêmement pointu, ce garçon-là. Il a simplement son CAP d'électricien. La responsable de la plateforme commerciale, personne ne lui aurait confié le boulot que je lui ai donné. Donc ça, c'est aussi puisque moi-même j'avais été quelqu'un de différent, je voulais faire cette différence et donner la chance aux autres. Donc on n'a pas besoin d'être les meilleurs pour devenir leader. On n'a pas besoin d'être les meilleurs pour réussir. On peut simplement, à travers un esprit d'entreprise adapté, et la confiance, qui est un outil fantastique de management, on peut arriver à faire des choses fantastiques. Aujourd'hui, ce qui manque, ce qu'on est en train de perdre, c'est l'esprit d'entreprise. Ce Covid a foutu tout en l'air, a été un bon prétexte pour la plupart des entreprises qui commencent à délocaliser complètement énormément de métiers. Quand on imagine, j'ai appris que Enedis, par exemple, que vous connaissez tous, c'est plus de 65% des salariés qui sont délocalisés. On ne peut pas construire une entreprise. D'abord, il y a le savoir-faire qui part à l'étranger. C'est terrible parce qu'il ne va plus rester grand-chose. Et en plus de ça,
ceux qui restent ne connaissent plus l'âme de l'entreprise. Et je pense que c'est une erreur d'aller travailler dans ces boîtes-là, parce qu'à partir du moment où ils ont aussi peu d'attention à l'autre, à l'individu, toutes celles qui ne considèrent pas que l'homme est l'actif stratégique de l'entreprise ne méritent pas que l'on travaille dans ces boîtes. Et justement, en 2019, vous avez décidé de vous retirer de l'entreprise et vous avez refusé les propositions de rachat de fonds d'investissement et de vos concurrents étrangers au profit de vos salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, d'abord, il y a eu, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a eu la création d'Esperantia. Et je me suis dit, je ne peux pas m'occuper des plus fragiles sans bien m'occuper de mes salariés. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, j'ai décidé de leur donner du capital. Et je leur ai donné 10% du capital de l'entreprise, parce que je crois beaucoup comment dirais-je, au partage de la valeur avec ceux qui l'ont créée. On est dans un monde de dingos, où depuis 40 ans, nous avons le pouvoir qui est aux mains de la finance. Et vous avez aujourd'hui 19 familles qui détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Et ça continue. Ils n'ont qu'un objectif, c'est d'en détenir toujours davantage. Et de ce fait, on est en train de vivre un truc qui va péter. Donc ça peut pas durer éternellement. Et donc il faut changer. D'abord, il faut en prendre conscience et il faut le changer. Bon, pour ça, il faut faire des tentatives. Parce que ce qui était inventé, on n'invente pas toujours du premier coup. Et donc, moi, je voulais faire en sorte que cette entreprise puisse porter mes valeurs. J'ai toujours dit que j'étais un patron chrétien et que pour être un patron chrétien, il fallait que je pose des actes chrétiens. Et la répartition de la richesse faisait partie de cet acte chrétien. Donc, dans l'idée que j'avais derrière, c'était effectivement de commencer à leur donner un bout de capital pour envisager effectivement de leur céder l'entreprise. Alors, c'est pas venu aussi simplement, parce que donner quelque chose qui vaut cher, c'est compliqué. On n'a pas parlé de mon parcours, mais comme Internet, tout le monde s'en foutait, on a créé ça en 1994. On a commencé, il y a eu la bulle Internet en 2000, tout s'est écroulé, tout le monde se foutait à nouveau d'Internet, et ça a repris en 2003. Ça peut vous paraître dingue aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça s'est passé, l'histoire d'Internet en France. Et donc, moi j'ai eu plein de galères, j'arrivais pas à nourrir ma famille, enfin, ça a été compliqué pendant très longtemps, donc j'ai vécu une vraie bagarre. Pour dire je vais donner un bout de mon entreprise à mes salariés. Et après quelques temps, comme je n'osais pas prendre cette décision, en 2019, le 13 décembre, on avait un dîner de collaborateurs de Noël, et je leur ai dit, voilà, vous savez que je suis en train de travailler sur l'avenir de l'entreprise. Et j'ai vu beaucoup de fonds et en fait j'ai décidé que je céderais l'entreprise à vous tous. Et là, un peu stupeur, mais une fois que j'avais lâché le truc, j'étais obligé, je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc ça et j'ai dit voilà, je vous fixe. Quand je dis donner, c'est un prix d'amis, mais non, j'espère qu'il n'y a pas de contrôleur du fisc ici. C'est un prix d'amis en fait, il va falloir que vous me proposiez un projet qui fasse rêver. Pour ça, il y a une démarche tout à fait innovante de la part de l'ensemble des salariés qui ont choisi 5 représentants. Et ces 5 représentants ont été voir chaque salarié, à l'époque il y en avait 120, 130, individuellement, en leur disant voilà, tu as la possibilité de dessiner l'entreprise de tes rêves. Pourquoi elle ressemble à quoi? Et chacun exprimait
son petit cahier des charges. Et une fois qu'ils ont réuni l'ensemble de ces désirs-là, ils se sont retournés en disant, voilà, si on a bien compris, pour vous tous, l'entreprise dans laquelle vous rêvez, c'est ça. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, ils sont venus me présenter le projet, et j'ai dit que c'était banco, et 1 an après, l'entreprise était entre leurs mains. Merci. Pourquoi j'ai évoqué le sujet du partage de la richesse tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est concentrée dans très peu de mains. Moi, je crois que la richesse devrait se partager, bien évidemment, entre les actionnaires. C'est eux qui viennent, qui alimentent en capitaux. Donc, c'est nécessaire de rétribuer l'investissement et le risque. Mais pour moi, la richesse devrait aussi être partagée avec ceux qui la créent, c'est-à-dire les salariés, et de façon importante. Et je pense que le dernier tiers devrait être partagé avec le monde extérieur, parce que si on ne s'occupe pas de ceux qui sont sur le bas-côté de la route, et ben le système va exploser. Après avoir créé 13 entreprises, quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? J'accompagne plusieurs startups de façon régulière, et il y a quelque chose qui me surprend à chaque fois, c'est que quand je leur demande pourquoi vous faites le métier, eh bien, en fait, j'ai des réponses qui sont complètement nulles. En fait, je ne sais même pas s'ils se sont posé la question un jour de savoir pourquoi ils faisaient ce métier. Et il faut réellement avoir une bonne raison de faire ce métier. Et la raison, c'est pas de gagner du fric, c'est pas devenir un leader, il faut qu'il y ait une autre raison humaine, parce que c'est très compliqué de porter le sac à dos des emmerdes et des difficultés pour faire en sorte que son entreprise réussisse un jour. Là, il ne faut pas se cacher. On est dans une période économique désastreuse. C'est vrai que ce matin, je pense qu'on a entendu que Auchan licenciait 2500 personnes, que Michelin fermait 2 usines. Ça va être sombre. Et donc, créer une boîte dans un environnement sombre, il faut vraiment avoir une vraie raison pour se lever le matin. Et donc, je pense que cette raison, il faut la trouver dans le sens. Parce qu'il y a une chose qui va vous sauver, vous, cette génération, autant la génération comme la mienne, on a fait à peu près n'importe quoi avec le monde, et tout ça, ça manquait de sens. Et on commençait à se réveiller à 55-60 ans en se disant « Ouh, ici, on faisait quelque chose de notre vie ». Bon, on voit bien que vous avez, fort de ce que vous voyez, vous avez, pour la plupart d'entre vous, le désir de bosser dans des boîtes qui font sens. Donc il faut se poser la question en tant qu'entrepreneur, pourquoi j'ai envie de monter une boîte ? Si c'est pour être au service de la population, voilà, ça peut être un axe. Il faut que ça soit aussi au service de ses salariés. Et ensuite, il faut trouver un produit qui se vende, parce que j'ai inventé trop de trucs qui étaient pas au bon moment. Et là, l'entreprise, elle ne peut pas avancer s'il n'y a pas un time to market qui est ajusté. Ensuite, ne cherchez pas à lever de l'argent. Aujourd'hui, on n'en lève plus. Alors effectivement, tout le monde, on entend les gens parler de je lève 5 millions, 10 millions, 20 millions. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on ne lève plus d'argent. Il y a très peu d'entrepreneurs aujourd'hui qui arrivent à lever de l'argent, même des boîtes qui sont montées il y a 3-4 ans, dont le business model fonctionne. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui frappent à la porte, ils n'y arrivent pas. Donc,
revenez un peu sur Terre, montez des business plans qui tiennent la route, faites en sorte d'avoir des taux de marge élevés, parce que c'est grâce à ces taux de marge que vous allez pouvoir éviter d'être totalement dépendant du monde bancaire et des finances, et que vous pourrez financer la recherche et le développement nécessaires pour avancer dans votre parcours. Ensuite, moi je dirais que il faut aimer les gens pour aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont plus d'humanité. Je vais dans des entreprises où les patrons ne connaissent pas leurs collaborateurs. Je pense qu'il faut avoir des entrepreneurs qui ont le feu, qui transmettent, qui font grandir, et qui prennent conscience de la responsabilité que ça représente d'embaucher des personnes qui vont leur accorder leur confiance et qui vont s'endetter, etc., simplement parce que voilà, ils sont dans cette entreprise, et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu flippant de porter ça pendant des années. Moi, pendant des années, je ne savais pas si j'allais réussir à payer l'ensemble de mes collaborateurs, à tel point que, vous voyez, il m'est arrivé une aventure, c'est qu'un jour, mon numéro 1, qui était le directeur technique, un type puissant, spécialiste des très très grosses bases de données, il avait bossé pour la Redoute. Et un jour, il vient me voir en me disant « Jean-Paul, j'ai décidé de démissionner ». Je dis « Pourquoi vous démissionnez ?» Il me dit « En fait, vous ne le ferez jamais, et si je ne pars pas, la boîte s'écroule parce que vous n'avez pas de quoi me payer, vous n'avez plus de quoi me payer. » Et il est parti, et grâce à cet acte-là, 2 ans après, la boîte décollait, et je l'ai appelé, et je lui ai dit si ça vous tente, la place est toujours votre place, ça vous attend, et il est revenu. Voilà, ça c'est des choses fortes, mais on a besoin d'entrepreneurs qui ont des âmes. Et il faut vraiment avoir des convictions profondes pour changer la société, pour changer les modèles. Les modèles qu'on voit aujourd'hui sont totalement dépassés. Alors il y a les vieux croulants qui essayent de faire tenir le truc, le bastringue, mais tout est en train de basculer. Et il faut vraiment inventer des choses nouvelles. Il faut avoir l'audace. C'est pas parce que vous êtes jeune qu'il faut avoir de la réserve. Il faut oser des choses nouvelles. Donc il y a c'est dans des périodes compliquées qu'on arrive à faire les plus belles réussites. Donc les difficultés sont une opportunité pour les meilleurs. Vous nous avez parlé de votre volonté de vous mettre au service de l'autre, et surtout des plus fragiles et des oubliés. Et vous avez créé le fonds de dotation Espérantia en 2012. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et qu'est-ce qui vous a motivé à le créer ? Alors, ça revient à l'histoire de tout à l'heure, où le partage de la richesse, je l'imagine partagé entre les actionnaires, les salariés et le monde extérieur. Et ayant rencontré donc, celle qui m'a donné la vie il y a 9 ans, je sais d'où je viens. En fait, j'aurais dû vivre dans les quartiers nord de Marseille. J'avais mon demi-frère que je n'ai pas connu, mais qui était un voyou qui n'avait pas de... Alors c'est moi qui l'appelle voyou, mais ça devait être quelque de bien, mais toujours est-il qu'il n'avait pas de voiture à son nom, pas de carte bleue, pas de compte en banque à son nom, enfin vous imaginez. Donc voilà, j'aurais été, moi, si j'étais resté dans cette famille, peut-être que j'aurais été comme lui. Et donc, fort de cette prise de conscience que, en fonction de là où on est né et de l'environnement familial, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Forcément, je me suis dit qu'avec le parcours que j'avais, il fallait que je tente d'ouvrir des portes comme on avait ouvert pour moi. Et donc j'ai commencé à regarder le monde associatif. On a un tissu associatif en France qui est complètement fantastique. Il y a plein de gens qui sont sur le terrain, qui font des choses merveilleuses, mais tous ces gens-là, il leur manque tous de l'argent, des réseaux
et des savoir-faire. Et que la plupart sont sous perfusion, mais que l'État n'a plus d'argent, les collectivités n'ont plus d'argent, et que si on ne prend pas le relais, si on ne fait pas quelque chose pour ces boîtes, tout va s'écrouler. Et je me suis dit, voilà, on parle de RSE, l'importance du social dans l'entreprise, il faut faire en sorte que le monde de l'entreprise prenne le relais de tous ces donateurs pour faire en sorte qu'il y ait le service de l'autre qui est en difficulté soit vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Donc on ne va pas aller chercher, de frapper à la porte des entreprises en leur disant « s'il vous plaît, donnez-moi un ticket restaurant » ou un petit quelque chose, ou un petit chèque. Vous savez, c'est la plupart de ces entreprises qui se font photographier avec des gros chèques et des tout petits montants. Donc c'est complètement déplacé, ça m'agace profondément. Et donc on va toucher là où ça fait mal. C'est-à-dire, donnez-nous du capital de votre boîte, donnez-nous des actions de votre boîte. Et ça va tout changer. On s'est aperçu très rapidement, j'ai donné donc 15% du capital de Nemshield à Esperantia. On donnait 1% du chiffre d'affaires pour permettre la récurrence des dividendes et du chiffre d'affaires pour pouvoir financer des projets. Et projets liés à la petite enfance, à l'éducation et à la réinsertion. Et on s'est aperçu très rapidement que ça foutait le feu dans la boutique. C'est-à-dire que les collaborateurs avaient une nouvelle motivation pour venir au boulot. Deuxièmement, plus de problème pour recruter. Et c'était pas la technologie, nos clients, les avantages en nature. Quoi. Ils venaient grâce à Esperantia, parce que Esperantia était actionnaire de la boîte. Et donc on s'est aperçu tous mes potes qui avaient des boîtes dans le digital n'arrivaient pas à recruter. Et quand je leur disais, moi j'ai aucun problème, non seulement pour recruter, mais pour garder les personnes, ils disaient, mais c'est pas possible. Donc on a trouvé la martingale. Et cerise sur le gâteau, qui n'est pas des moindres, c'est que en fait, on a augmenté notre chiffre d'affaires immédiatement quand on a fait ça. Pourquoi ? Parce que quitte à choisir entre deux fournisseurs, on va prendre celui qui a un engagement sociétal fort. Et donc c'est comme ça qu'Esperantia est né. Aujourd'hui, alors on est parti de rien, mais de rien, on a distribué à ce jour 2,5 millions d'euros. Alors c'est pas grand-chose, mais on fait énormément de choses avec 2,5 millions d'euros quand ils sont dans des bonnes mains. Et je ne cesse d'essayer de porter la bonne parole à droite et à gauche pour faire en sorte que les entreprises se bougent, parce qu'il y a une urgence à faire en sorte qu'on s'occupe des plus fragiles. Aujourd'hui, on assiste à l'apparition et au développement de nouveaux modèles d'entreprise. Comment voyez-vous ou espérez-vous l'entreprise du futur ? Je n'ai pas la boule de cristal et en fait, il faut se méfier de tous ceux qui savent. On voit bien où ça nous mène. Aujourd'hui, on est emmené par le bout du nez par des gens qui savent et qui, depuis 50 ans, font toujours la même chose. Donc en fait, il faut inventer de nouveaux modèles. Je crois que il y a eu une génération de mes parents, on avait un métier qu'on exerçait dans une seule entreprise. Ensuite, les suivants ont exercé le même métier dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on en a exercé plusieurs métiers dans plusieurs entreprises. Donc, demain reste à écrire. Et pour ça, il faut faire des tentatives différentes. Là, par exemple, il faut considérer l'entreprise comme une espèce de laboratoire où on fait des petites expériences. J'en ai fait une. Alors je m'écarte un peu du sujet, mais c'est un petit peu l'esprit qu'il faut avoir. Au niveau j'avais réalisé que si les entreprises françaises donnaient 1% de leurs bénéfices, 1% de leurs bénéfices, ça permettait de créer, si on utilisait cet argent et qu'on le mettait dans des outils de production dans les pays en voie de développement, on arriverait à créer 2 millions d'emplois par an.
2 millions d'emplois par an. Et je me dis, bon, on va le tenter. Et donc, on l'a tenté. J'ai pris 1% du bénéfice de Nameshield, ce qui n'était pas grand-chose. On a développé un Anenray au Togo, qui fait vivre 14 personnes. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut agir. Donc, je pense qu'il y a des pratiques à imaginer. La répartition de la richesse, elle est évidente. Si on fait, c'est une chose qui m'a sauvé, moi, c'est que, en fait, j'ai jamais pris les décisions pour l'entreprise. Je les ai toujours pris pour le bien de l'individu qui venait m'appeler. Alors ça peut être. Alors aujourd'hui, on explique, tu vas faire ça parce que c'est bon pour l'entreprise. En fait, c'est pas bon pour l'entreprise parce qu'on va faire en sorte que la personne va ressentir que, en fait, on l'a pas écouté et qu'on l'a contraint, on l'oblige à faire quelque chose qu'en fait, elle n'a pas envie de faire. Alors que si on prend les décisions qui sont bonnes pour l'individu, en finalité, on va finir par faire que le tout combiné fasse que ça soit bon pour l'entreprise aussi. Mais c'est l'humain qui est le principal moteur de l'entreprise, qui doit être l'actif le plus précieux. Et aujourd'hui, on a quand même une société qui est bouleversée. C'est plus de 60 personnes qui ont des problèmes psychologiques au travail. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il est temps que les entreprises prennent soin de leurs salariés. Donc il faut imaginer des modèles où il va y avoir, on ne cherche pas la performance à tout prix. Moi je pense qu'au niveau de Nameshield, on aurait pu être nettement plus gros aujourd'hui, voire doubler, tripler de taille. Parce que le marché était ouvert. J'ai fait un jour, pour le bien de l'entreprise, j'ai décidé de supprimer plus d'un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise en disant ce type de client, on ne va plus les servir parce qu'ils nous empêchent de prendre du temps pour d'autres marchés. C'était un acte fou, surtout qu'à cette époque-là, on ne gagnait pas d'argent. Mais c'est la bonne décision. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Et vous, justement, vous nous avez dit que depuis 2020, vous êtes retiré de Nameshield. Comment vous vous engagez au quotidien autrement que par le travail ? Alors, donc, il y a quelques entreprises qui me font la gentillesse de m'interpeller, de me balancer leurs problématiques. Et donc, vous avez compris que j'aimais tenter de résoudre les problèmes. Et que mon nez se met à frétiller quand on me pose des vrais sujets qui sont compliqués. C'est généralement toi, tu ne vas pas y arriver ce coup-ci. Bon, j'ai un taux de réussite qui est... non, je commence à frimer. Non, voilà, ça ne marche pas trop mal. J'ai la chance d'accompagner un type fantastique. L'histoire commence. C'est là aussi que c'est important, la relation à l'autre. Je pense qu'on est tellement connectés qu'on n'arrive plus à avoir cette relation à l'autre qui nous empêche de voir les pépites qui sont à nos côtés. J'ai mis un peu de sous dans la bourse et le cours d'une entreprise fantastique que j'estimais fantastique s'écroule. Cette entreprise, elle faisait de la recherche sur des nouveaux antibiotiques. C'est un sujet flippant, les antibiotiques, parce que dans moins de 20 ans, ça sera une des causes principales de décès dans le monde, puisqu'on a une résistance aux antibiotiques à travers toutes les cochonneries qu'on mange, qui fait qu'on n'est plus en capacité enfin, les antibiotiques d'aujourd'hui vont servir de moins en moins. Et donc, il est urgent qu'on trouve de nouveaux antibiotiques. Et cette boîte s'était spécialisée là-dedans. Et donc, comme j'essaie de mettre mon argent pour servir des belles causes, et puis je panique, le cours s'écroule. Et donc, j'appelle le chef d'entreprise en disant est-ce que je peux faire quelque chose ? On va essayer de sauver ta boîte. Et dans ce cadre-là, j'ai pas réussi, mais j'ai rencontré un type brillantissime qui est
un homme de 71 ans, vietnamien, français, américain, qui était un petit génie et qui a développé une biotech qui s'appelle Medincell. Je fais un peu de pub parce que si vous avez un peu de sous, vous pouvez en mettre parce que ça va. Mais j'ai rien dit. Cet homme-là résout des problématiques de façon totalement différente de la plupart d'entre nous. Et donc il a inventé, il a déjà réussi aux États-Unis avec une société qui a vendu plus de 15 milliards de dollars. Donc c'était quelqu'un qui connaît dessus, qui a des idées, mais qui sait aussi faire de l'argent avec. Il a développé, il s'est intéressé à des problématiques de personnes qui sont schizophrènes ou des pathologies où les gens ne prennent pas leurs médicaments. Et il faut résoudre le problème parce que s'ils ne prennent pas leurs médicaments, on ne peut pas les guérir. Donc il a inventé un polymère qu'on injecte sous la peau et qui, quand il se résorbe, diffuse ce qu'il contient. Et donc il a résolu le problème, mais il s'est aperçu que, en fait, le contenu peut se diffuser sur des périodes plus ou moins longues d'une semaine à 6 mois, et que comme ça se diffuse tout doucement, en fait, on n'avait plus besoin de doses aussi fortes, et donc on pouvait diminuer les doses, et que c'était mieux pour la santé. Et donc il y a plein de marchés qui lui sont ouverts. Donc je m'occupe de ça. Je m'occupe bien évidemment d'Espérantia pour prêcher la bonne parole, et j'ai quelques docs d'ailleurs que j'ai amenés si ça vous tente d'en savoir un petit peu plus. J'interpelle les chefs d'entreprise pour essayer de leur faire passer quelques messages qui me sont chers. Et puis le meilleur moment de ma scène, c'est le mardi après-midi. Là, je fais des visites à l'hôpital. Et là, c'est toujours une aventure. Je frappe à une porte. Je ne sais pas qui est derrière. Et là, il faut être tout petit. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là simplement pour écouter et accueillir cette fragilité. Et bien souvent, je suis extrêmement touché par la rencontre vraie. Notre société aujourd'hui, on est géré par la peur et le mensonge. Et donc, quand je frappe à ces portes, je m'aperçois qu'on est en vérité et en confiance. Vous avez de futurs managers dans cette salle. Quels conseils pourriez-vous leur donner? Selon vous, qu'est-ce qui représente un chef d'entreprise idéal? Je pense que c'est celui qui aime réellement les autres, qui va avoir l'humilité de faire en sorte de se tourner vers ses collaborateurs pour que ses collaborateurs lui permettent d'être meilleurs et de grandir. Et une belle aventure humaine, c'est quand on grandit mutuellement. S'il y en a qu'un qui grandit et pas l'autre, on a loupé le coche. C'est un métier fantastique. C'est compliqué, surtout en France. J'ai eu la chance de le faire ce métier ailleurs. C'est très compliqué en France, parce qu'on complique un peu tout. Mais c'est vraiment un métier qui vaut le coup. Et je pense qu'il faut tellement changer les modèles dans lesquels on est inscrit que moi, je vous invite à monter vos boîtes. Mais monter des boîtes qui font sens. Je vous invite à travailler dans des boîtes qui font sens. Je vous invite à foutre le feu, faire la révolution. Et je peux vous donner un conseil. Je vous ai parlé de ma foi. Les gens s'imaginent que je suis quelqu'un de brillant. Et en fait, j'ai décidé que si j'étais un homme de foi, le Créateur devait être à mes côtés à tout moment de ma vie. Que ce soit dans ma vie personnelle, familiale, mais aussi professionnelle. Et donc, j'ai eu l'audace de me tourner vers l'Esprit Saint, puisque je suis chrétien, et je lui ai confié l'entreprise. Donc, avant de recruter, je me tournais, je priais. Avant de négocier des contrats importants, je priais. J'ai inventé plein de trucs. Je pense que le Créateur, le bon Dieu, est le meilleur coach du monde. D'ailleurs, il y a une vieille expression qui dit que ça marche du feu de Dieu. Il y a Dieu dans l'affaire.
Donc si vous voulez d'arrêter de faire des entreprises qui marchent sur la tête, osez, quelle que soit votre foi, vous tourner vers un créateur qui veut que vous réussissiez, qui veut votre bonheur. Ça, vous verrez, les entreprises marcheraient nettement mieux. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et avant de passer aux questions avec le public, j'aimerais faire une petite digression par rapport à Esperantia. Si vous souhaitez faire un don à ce projet, c'est possible. On va faire un post, une story sur le compte Instagram Isegoria. Et vous aurez l'occasion du coup de faire part aussi de ce projet et de donner la somme que vous souhaitez du coup à Esperantia. Et du coup maintenant on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Attendez. Récupérez un micro. Merci beaucoup pour votre conférence, parce que c'est vraiment très, très inspirant tout ce que vous avez fait. Vous avez fini en fait en nous expliquant que vous vous étiez accompagné et épaulé de Dieu. Je suppose que il n'y avait pas que Dieu. Qui vous accompagne ou vous a épaulé tout au long de ce cheminement d'entrepreneur? Comment vous avez choisi ces profils ou ces personnes-là? Alors, je vous ai dit que ma femme avait cicatrisé mes blessures de manque d'amour, et je pense que l'aventure entrepreneuriale, elle ne se fait pas tout seul, parce que c'est compliqué, il faut monter sur le ring accompagné. Donc ma femme m'a accompagné avec de temps en temps, comment dirais-je, une prise de risque importante. Un soir, je rentre à la maison et Sandrine est en train de pleurer, m'accueille en pleurant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai pas pu acheter de pain. Je dis, mais on s'en fout du pain. Et elle me dit, non, mais tu n'as pas compris, il n'y a pas que le pain que je ne peux pas acheter. Et là, j'ai pris conscience que c'était peut-être de la folie de continuer à parler d'Internet à des gens qui s'en foutaient complètement, et que il fallait peut-être que je change complètement. Et là, elle m'a dit, non, c'est toi qui es dans le vrai, on va réussir. Et ça a été le cas. Donc ensuite, quand on s'intéresse aux gens, il y a forcément des choses pointues. Je vous ai parlé de ce milliardaire aux États-Unis. Lui m'a pris un truc tout bête, c'est le carton de Bristol, où il avait ses ratios. Donc il avait mis quelques ratios, et c'est comme ça qu'il voyait qu'il a optimisé sa rentabilité. Donc il n'avait pas besoin d'un fichier Excel, c'était une petite feuille comme ça, vous savez, avec les petits carreaux. Et lui, il était dans les extincteurs en France. Et donc il monte une boîte, il optimise, et une fois qu'il a compris, il achète une boîte qui s'appelle Cycli, qui est un des leaders dans les trucs incendies. Là, et il optimise, machin, puis il la vend. Et il la vend au groupe Lagardère, donc le père du Playboy, là, qui était un type pointu et respecté, qui était dans l'automobile. Et 3 ans après, il regarde les ratios. Et puis, il prend son téléphone en disant, écoutez, je vois que vous avez quelques difficultés avec l'entreprise. Si vous voulez, je peux vous la racheter. Et en fait, l'équipe de Lagardère avait dit, non, on va tout remettre à plat. Et puis, ils ont tout réorganisé. Et tout a été, ils ont tout foutu en l'air. Et lui, avec son petit bout comment dirais-je, son petit tableau, là, il a dit à son équipe, on refait pareil, donc voilà les ratios que je veux. Et puis en bout de 2 ans, ça crachait de l'argent. Donc voilà, il y a des choses, il y a des gens qui ont des savoirs et qui ont une expérience dont on peut bénéficier. Donc il faut être... vous voyez, moi je voyage jamais, je pourrais en première, je suis toujours dans le bar TGV. Pourquoi? Parce que je rencontre des gens. Et que c'est à travers cette rencontre qu'on peut apprendre plein de choses.
Et on comprend les problématiques des individus. Moi, j'ai inventé des trucs. En fait, j'ai pas inventé grand-chose. J'ai écouté les gens. Quand on entend une fois, deux fois, trois fois la même problématique, on se dit tiens, là, il y a peut-être un marché. Voilà, essayons de nous déconnecter davantage de ces outils qui nous polluent la vie et connectons-nous davantage à l'homme. Bonjour, merci de nous partager votre histoire. Vous pensez que l'humain doit être au centre de l'entreprise, et c'est vrai que quand on est patron, quand on est en haut de la pyramide, c'est plus facile de penser à l'humain que quand on est en dessous. D'où la question, comment gérer les ambitions personnelles quand on est patron de l'entreprise et par continuité les rivalités qui en découlent? Ça rejoint la question de tout à l'heure. Pourquoi tu montes ta boîte? Si c'est simplement pour montrer que tu en as une plus grosse que le voisin, ça va pas le faire. Donc c'est là où c'est important de choisir l'objectif. Et si l'objectif c'est de faire gagner ton équipe, en fait, tu vas garder ça au centre de toutes tes décisions. Et aujourd'hui, il faut... mais c'est même... ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait avoir un projet à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la fin. Aujourd'hui, on a trop de chefs d'entreprise qui montent un truc, qui partent, et qui vont monter autre chose, et puis ils partent. Je ne suis pas sûr qu'ils roulent pour l'équipe, là. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai un esprit créatif. J'ai besoin de faire plein de choses en même temps différentes. C'est comme ça que je me sens le plus, comment dirais-je, le plus prolifique, le plus créateur. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre ça en deuxième place parce que je suis là pour servir les autres. Et c'est pas pour avoir des merci. Hein. Quand j'ai cédé, ce 13 décembre 2019, quand j'ai dit à l'ensemble de mes collaborateurs que j'avais décidé de leur donner entre guillemets l'entreprise, leur céder l'entreprise, la première chose moi j'étais fier, j'ai dit on va avoir plein de merci. Et en fait, la première chose qui m'est revenue aux oreilles, c'est qu'il y avait un bruit qui circulait comme quoi il devait y avoir un loup parce que c'est pas normal, quoi. Et donc j'avais mis plusieurs années pour prendre ma décision, et la première chose qu'on m'a balancée, c'était il y a un loup et il y a un problème. Donc on ne fait pas ça pour le merci, mais on fait ça pour le sens. Tu vois, il y a des patrons qui ont été illustres comme Michelin, comme le patron, le créateur d'Auchan. Enfin, il y a eu des gars qui avaient vraiment un esprit de... Alors, pas toujours des bons côtés, avec le côté paternaliste, ça c'est l'ancienne... mais c'était des gars qu'on suivait. Et aujourd'hui, on manque de leaders. Vraiment des gens qui vont nous donner envie de nous surpasser. Parce que là, il faut bouger. Et quand j'interpellais mes collaborateurs en disant mais on ne peut pas se cantonner à simplement notre réussite. C'est que il faut qu'on embauche. Il y a des gens qui sont sur le carreau. Donc notre réussite, notre rentabilité va permettre de créer des emplois. Donc on est dans une nature humaine. Ensemble, on va réussir ensemble. Je n'ai pas du tout répondu à ta question. Le côté d'égo, oui. Oui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime bien la compétition. Donc c'est bien emmerdant quand il y en a, tu te fais piquer un marché par un concurrent. Maintenant, je pense que la sélection naturelle ne va pas se faire simplement parce que elle va se faire parce que tu as quelque chose de plus. Tu vas être davantage à l'écoute de tes clients. Tu vois, au moins aujourd'hui, je pourrais aller voir mes clients que j'ai eus dans les précédentes vies. Je vais les voir en disant bonjour, je voudrais vous présenter le Gouzi Gouzi.
je suis sûr qu'ils l'achètent sans me poser trop de questions parce que j'ai été quelqu'un de fidèle. J'ai toujours été en vérité avec eux. Et on a besoin de ce type d'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, on est un peu dans de l'enrobé. On vend un peu du rêve. Je pense qu'il faut vendre davantage de réalité en disant tu n'as peut-être pas besoin de mon produit, donc je ne vais pas te le vendre. Ça répond toujours pas à ta question, je suis désolé. Si, les deux réponses répondent à la question. Merci. On se connaît, donc je vais te tutoyer. Mais j'apprends beaucoup de choses, étant donné que tu es très conscient en fait des inégalités sociales, des différences de statut entre certaines personnes, qu'on soit salarié, qu'on soit directeur, c'est pas la même chose. Comment est-ce que tu as pu travailler, réfléchir à ces questions de pouvoir en tant que dirigeant, et qu'est-ce que tu as pu en apprendre et que tu pourrais éventuellement nous partager ? Il a fallu que je m'adapte. En fait, j'ai compris assez rapidement que pour se faire aimer des autres, il fallait s'intéresser d'abord aux autres. Donc ça marche d'abord vers l'autre. Et que l'autre, j'ai effectivement rencontré prince, reine, princesse, secrétaire d'État. J'ai rencontré des gens qui sont dans les bouquins d'histoire, comme David Rockefeller, qui était l'homme le plus riche des États-Unis à une époque, Henry Kissinger, etc. Et en fait, c'est tous des hommes et des femmes qui ont des fragilités et qui mènent leur chemin avec la bonne fée pour certains d'entre eux, mais que ceux avec lesquels je voulais être avaient partagé des valeurs communes. En fait, je me suis écarté de ceux qui brillaient un peu trop, pour m'intéresser à ceux qui étaient plus en vérité. Donc en fait, je ne m'adapte pas trop. C'est quand je vois que c'est des profils qui sont loin de mes idées, je m'écarte. Ou alors, parce que de temps en temps, j'aime bien me frotter et de me dire, tiens, si je peux les bousculer un peu pour qu'ils tombent du bon côté de la vertu, si je peux faire quelque chose, je le fais. Mais il y a toujours l'homme et la femme au cœur J'imaginais mon milliardaire, là, chaque fois que j'avais un problème avec lui, je l'imaginais avant une négociation, avec un tutu et un chapeau pointu, avec un truc pour enfants, là, qu'on souffle. Et voilà, c'était comme ça que je disais que cet homme-là aussi avait une âme d'enfant et qu'on était deux, donc on pouvait se parler. Et le fait d'oser dire, je côtoie des gens à qui on brosse les pompes en permanence, mais je ne le fais pas. Et donc d'être en vérité, ça paye toujours. Dans le respect de l'autre, bien évidemment. Non, ça répond ou non? Oui, non. Ça répond partiellement parce que du coup ça répond à une partie de la question, mais effectivement moi c'était plus ma question c'était plus toi en tant que dirigeant. Effectivement tu bénéficies forcément d'une aura, tes salariés te regardent d'une manière différente qu'un autre salarié, qu'un de leurs collègues. Comment est-ce que toi tu gères en fait justement cette question du pouvoir pour toi-même? D'abord, j'ai tenté de leur faire comprendre que le succès, c'était eux. Que moi, j'étais simplement celui qui tenait la barre, mais que le plus important, c'est l'équipage. Et je pense que j'ai témoigné, en prenant les décisions que j'ai prises, que c'était pas du flanc, ce que je disais j'essayais de vivre ce que je disais. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a un rapport à l'autorité qui est complètement différent en France des États-Unis. Aux États-Unis, c'est vachement plus simple, on se tutoie, etc. En France, tu as ce rapport à l'autorité qui peut poser problème. Mais il s'est passé un truc très rapidement quand les salariés ont repris le contrôle de l'entreprise.
c'est que j'ai bien vu qu'on ne me prenait plus au téléphone, qu'on ne me rappelait pas. Et donc voilà, il faut savoir aussi accepter. C'est dans leur esprit, j'étais encore le patron, et un patron, on essaie de se débarrasser du père pour que le fils puisse émerger. Donc il y a eu un rapport, il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué à vivre avec l'ensemble de mes collaborateurs. Certains m'ont même pas dit au revoir ni même merci, tu vois. Donc mais là encore, je sais pourquoi je le fais. Merci. Bonsoir monsieur, merci pour ce récit. En matière de gouvernance, Madame l'évoquait très justement, quelle a été la dernière décision la plus difficile que vous avez eu à prendre en tant que leader? Et avec du recul, auriez-vous peut-être fait différemment? Merci. La plus difficile, on est filmé là ou pas? Non? Oh, oui? Bah, je vais quand même le dire. J'ai été obligé de virer mon témoin de mariage qui était à mes côtés, qui était mon bras droit. Et ça a été douloureux. Et que là, j'ai forcément été mauvais. À un moment qui était compliqué, qui était après la prise de décision de céder l'ensemble de la boîte à mes collaborateurs. Voilà, ils s'attendaient à autre chose et j'ai pas réussi à répondre à ces attentes et ça clashait et ça devenait pas bon pour l'entreprise. Donc là encore, voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. C'est sans doute une décision les plus. De toute façon, toutes les décisions de séparation avec des salariés, c'est ce qui est le plus insupportable. Moi, je ne supportais pas. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je pensais, vous parliez de la gestion de l'échec tout à l'heure. Est-ce que vous auriez une phrase ou quelque chose qui vous a permis justement de passer de l'autre côté du mur qui vous paraît peut-être qui vous coupe l'accès, où vous avez l'impression de se dire ah ça c'est pas pour moi, et justement de revenir à un statut de passeur d'espérance? Est-ce que vous auriez une phrase ou quelque chose qui vous a beaucoup aidé? Alors c'est marrant parce que tu mentionnes le passeur d'espérance, mais c'est la sous-phrase d'Espérantia. Espérantia, passeur d'espérance. Non, moi ce qui m'a aidé, c'est quand je suis arrivé dans la culture américaine, de voir la différence avec la France. En France, tu as l'hérédité familiale. Hein, tu viens d'un certain milieu, donc tu vas pouvoir faire ceci ou cela. Et on te met dans des cases en France. Tu vas aux États-Unis, the sky is the limit. Donc il y a pas de, tout est ouvert. Et quand je me suis aperçu que toutes les barrières qu'on me mettait en France, en fait, elles n'existaient pas, et que c'était pas très grave si je tombais parce que en fait, quand tu apprends à marcher, tu apprends aussi à tomber. Ben, quand tu es entrepreneur, tu as le droit aussi de trébucher. Et que, en fait, on voit le résultat à la fin de la course. Donc, il y en a qui sont nettement plus rapides et agiles parce qu'ils ont un environnement qui est plus propice. Et puis, il y en a d'autres qui, comme moi, qui ont eu un parcours un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que vous auriez une phrase à partager ou quelque chose qui vous a apporté et permis de... Ouais, Non, moi je suis pas un mec qui se retrouve dans les phrases. Moi je suis un homme d'action, donc si tu veux, je t'emmène, on ira faire un bout sur le terrain avec des jeunes des cités ou à l'autre. Tu vas voir que ça peut te donner le feu pour trouver du sens à ta vie professionnelle, de voir la fragilité des autres. Donc ce serait justement le passage à l'action qui permet de redonner l'espérance. Oui. Et puis je pense que il y en a qui réfléchissent beaucoup, et je pense qu'on est une société où on réfléchit beaucoup trop, donc on passe son temps à faire des réunions, et moi je préfère faire des conneries rapidement plutôt que d'avoir plongé pendant des heures et des heures, et puis de finir par faire une connerie après avoir réfléchi autant. Donc bon, c'est ce que je me console comme ça. Mais on a un vrai souci
trop de réflexion tue l'action. On a réellement besoin de gens qui sont dans l'action. Et effectivement, accepter le fait que derrière l'action, ça ne mène pas toujours des réussites, il y a des impasses. Merci. Il y a des impasses, mais le succès en est bien meilleur une fois qu'on a... Bonjour. Vous parliez du fait que vous aviez donné 1% de votre bénéfice de votre entreprise pour des activités dans les pays en développement et que si toutes les entreprises faisaient ça, ça aurait un impact plus important. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ce sont les entreprises qui vont permettre un changement de l'ordre écologique, social, solidaire, et du coup moins le gouvernement, des grosses institutions, etc. Enfin, finalement, où est le levier de changement? Est-ce que c'est les entreprises ou... Non, mais le gouvernement, ils sont complètement à côté de leur pompe sur tous les sujets. On ne peut plus rien attendre du gouvernement. Oui, mais... il faut oublier. Ils sont bien pour nous bassiner avec des rêves, mais la réalité, enfin, il y a le feu dans la maison, et il faut des gens qui soient sur le terrain. Donc je pense que on n'a pas le choix, c'est le monde de l'entreprise qui doit changer et accepter que chacun, là où il est, œuvre pour le bien commun. Chacun à sa place. Oui, parce qu'il y a quand même, on parle des grosses entreprises, il y a du greenwashing, etc. Elles sont quand même loin d'avoir un impact que positif. Oui, ces entreprises vont disparaître. Okay. Les grosses entreprises, avec l'état d'esprit qu'ils ont aujourd'hui, vont disparaître. Pourquoi? Parce que plus personne ne voudra travailler dans ces boîtes. Et que la seule façon de les punir, c'est de ne plus bosser pour elles et pas acheter leurs produits. On a une puissance fantastique en tant que consommateur. À partir du moment où on prend conscience de certaines choses. Alors ça demande il va falloir qu'on se tienne les coudes, mais on est obligé de se tenir les coudes pour changer les choses. Parce que il faut tout transformer. Malheureusement, les vieux cons comme moi, on a pris des choix qui nous amènent à ce que c'est aujourd'hui. Et en fait, c'est ceux qui nous disent oui, il faut aller, qui ont fait les conneries. Donc, de continuer à les écouter alors que c'est eux qui nous ont emmenés dans le mur, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc, j'aimerais qu'il y ait davantage de jeunes qui interpellent ma génération en disant écoutez, on vous remercie pour vos conseils, mais on va peut-être tenter de nouvelles choses. Ok. D'accord, merci. Bonsoir monsieur, je vous remercie beaucoup. Je voulais savoir, vous avez été chef scout, commissaire. Je voulais savoir comment vous avez pu partager toutes ces valeurs dans votre entreprise. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à concilier aussi cet engagement avec votre engagement de chef d'entreprise. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'anciens scouts dans la salle ou pas? Il y en a quelques-uns. Bon, je vais faire peut-être une histoire. J'ai arrêté de scoutisme, je pensais, quand j'avais 13 ans. Parce que je me suis réveillé un jour j'avais oublié les patogas à l'extérieur de la tente, il y a de la neige, c'était gelé, j'ai fini le camping pour moi. Et puis il y a une bande de jeunes qui est venue nous voir avec ma femme quand on était à Angers, qui était chef scout dans le groupe dans lequel nos enfants étaient. Et ils nous ont dit on a besoin d'un chef de groupe parce que voilà, celui qui est là, il a des soucis familiaux et donc on aimerait que ça soit vous. Et moi je dis je suis entrepreneur, s'il y a besoin d'un chef pour signer les papiers, j'y vais. Et en fait, j'avais oublié ce qu'était le scoutisme et j'ai réappris ce qu'était le scoutisme. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu et que mon rôle était d'accompagner. Le scoutisme dans lequel on est, c'est un mouvement de scoutisme où c'est les jeunes qui agissent. Et ma génération, on est là simplement pour les accompagner, mais simplement pour simplement prendre de la distance et on les accompagne. Bon, on a fait des choses tellement bien que le groupe s'est démultiplié et donc sollicitation
au niveau du national pour être responsable régional. Et je deviens responsable régional et donc ça c'est aussi le côté foi. Je vais Sandrine est très malade, a un cancer violent. On imagine le pire, mais je vais à ce rassemblement national. Et il m'est arrivé quelque chose comment dirais-je, quelque chose d'assez fort mystiquement. Je suis dans l'église et je commence à ressentir une chaleur profonde pendant l'Eucharistie. Et j'essaye de me planquer parce que je commence à avoir les larmes aux yeux et je vais communier. Et je fais sécher mes larmes avant de sortir. Et là, il y a une voix qui m'interpelle en disant « Jean-Paul, est-ce que tu aurais davantage de temps pour t'occuper du mouvement ?» Et donc j'ai compris que voilà, le scoutisme était œuvre de Dieu, que Dieu m'avait appelé personnellement pendant cette Eucharistie. Et comme je suis un gros con, j'ai commencé à raisonner en disant écoute, c'est normal qu'on t'appelle, tu réussis tout ce que tu fais. Et en fait, ils m'ont pas appelé, personne ne m'a appelé. C'est resté comme ça pendant plusieurs mois. Et un jour, je décide de retourner dans une chapelle que j'aime bien à Solesmes, dans la Sarthe. Et devant cette église, je dis écoute Seigneur, je suis un pauvre type, je ne mérite vraiment pas cette mission, donne-la à quelqu'un d'autre. Et là, mon téléphone se met à vibrer. Je finis ma prière, je sors et c'était le responsable national qui m'appelait pour me dire qu'il voulait me voir. Et c'est comme ça que je suis devenu commissaire général des SUF. Donc oui, le scoutisme est œuvre de Dieu. Donc une fois que tu as compris ça, la seule chose à faire, moi qui ne connaissais rien, c'était de tenter de me rapprocher le plus possible du Créateur. J'avais que ça que je connaissais. Le reste, il y avait des scouts bac plus 30 qui connaissaient tout. Donc j'ai essayé d'être un chef, c'est-à-dire celui qui est aimant, celui qui est à l'écoute. Et Sandrine, elle a guéri. Donc je m'étais dit, s'il m'appelle, c'est que derrière, il va s'occuper aussi de la santé de ma femme, ce qu'il a fait. Puis je me suis dit, il va s'occuper aussi de mon boulot, parce que cette mission, c'est un mi-temps, donc en plus de ta vie professionnelle. Donc forcément, tu as des loupés, et la boîte n'a jamais aussi bien marché, elle a marché du feu de Dieu. Donc oui, c'était un cadeau, parce que j'arrivais, après avoir galéré pendant des années, l'entreprise commençait à gagner de l'argent et je devenais un peu sec en perdant l'essentiel de vue, en oubliant les hommes et donc à penser à combien j'allais gagner. Donc le Seigneur est venu me cueillir et c'est grâce à ça, c'était comment dirais-je, un petit hors-d'œuvre pour me donner davantage pour les autres et c'était un magnifique cadeau. Tous ceux qui sont dans cette salle, si vous êtes loin du bon Dieu, donnez-lui une chance. Je vous encourage à le faire. Et c'est pas compliqué la prière. Pardon, merci, s'il te plaît, dans l'ordre que vous voulez. Et celui qui cherche, il trouve. Et on va pouvoir prendre une dernière question. Oui, je voulais revenir sur la gestion des échecs. Est-ce que ça vous a appris donc, justement, quelles ont été les leçons que vous avez pu tirer de vos échecs à vos débuts? En fait, les échecs, c'est toujours quand je n'ai pas fait suffisamment attention aux autres. On a en nous souvent une certaine intuition et on ne s'écoute pas. Donc on ne se fait pas confiance généralement et on ne s'écoute pas. Et donc il faut apprendre aussi à s'appuyer avec des gens qui ont une belle intuition, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ne pas hésiter à confronter ses idées avec les autres. Si c'est une bonne idée, on doit pouvoir argumenter pour convaincre les autres.
Si ce n'est pas le cas, si on ne sait pas argumenter, c'est qu'on n'est pas mûr pour cette étape-là. Et donc, on retourne bosser. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on va vous laisser partir et on va remercier encore Jean-Paul Béchu de cette conférence. Merci beaucoup. Bravo, c'était parfait. Je sais si vous voulez pas de vous souhaite au fond, ouais. On l'a mis, qui va être déjà mis sur la story Instagram.